Bonjour à tous. Bonsoir. 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 Savoir. Bonsoir, Monsieur Madé. Est-ce que je pourrais poser une question pour un élève qui ne peut pas suivre le cours ce soir, s'il vous plaît? Attendez, je vous montre quelque chose. Ah, mais d'accord. Bonsoir. Wow. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il y a du monde. Bonsoir. Il n'y a que Monsieur Madé de vacciné. Heureusement que Pierre est là. Hein. Quand tu as demandé à poser une question, on a tous ri. Hein. Parce que vous parlez de moi en dehors des cours? Oui. Sympa. Bon, on vous écoute, Laure. Ok, je pose la question pour Édouard qui peut pas être là ce soir. Oui. Pierre, normalement, tu dois avoir le message aussi de Pierre, de Édouard. Alors, la phrase « L'attachement à certains objets ou à certains modes de satisfaction persiste dans l'inconscient sous la forme de contenu représentatif auquel la pulsion reste liée ». Est-ce que vous pourriez expliquer cette phrase, s'il vous plaît? Je vais passer la parole à Aude parce que Laure, tu peux nous dire d'où tu l'extrais, cette phrase? Ah mais non. Les psychonévroses. Le cours sur les psychonévroses. vous pouvez la répéter, s'il vous plaît, Mais bien sûr. que j'ai le temps un peu de... Alors, je vais parler doucement. L'attachement à certains objets ou à certains modes de satisfaction persiste dans l'inconscient sous la forme de contenu représentatif auquel la pulsion reste liée. Oui, d'accord. Voilà, ce serait pour expliquer cette phrase, s'il vous plaît. D'accord. On reparle de l'expérience de satisfaction, hein, donc de tous les âges, mais en particulier de l'enfant en très bas âge. Cette expérience de satisfaction, elle est associée par le sujet à un environnement particulier qui reste fixé dans le psychisme de l'enfant. Il y a encore du monde qui arrive, c'est pour ça que je... Putain, donc j'allais chercher une chaîne. Bon, on va la mettre là pour l'instant, on verra après. Ouais. Et notamment les expériences très précoces, dont le souvenir est oublié. Mais par contre, l'environnement est resté associé à l'expérience et est mémorisé quelque part. Ça fait partie, par exemple, des images subliminales. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait, j'ai bien saisi. Après, j'espère qu'Édouard aura compris, mais je pense que oui aussi. Donc là, on parle d'expériences de satisfaction, mais ça peut être également la même chose pour des expériences douloureuses. Oui. Et c'est comme ça, par exemple, que dans les perversions, l'environnement qui est associé à un traumatisme va déclencher le type de perversion qui est, entre guillemets, choisi par le patient. D'accord. Je sais pas si c'est clair ou... Ouais, très. Super. J'ai une question, Monsieur Madé. Pourquoi vous n'avez pas de masque alors que tous les autres en ont un? Vous êtes vacciné par 2 fois. On peut s'appeler après le cours, hein, on règle un peu les comptes. Parce que vous avez votre QR code. J'ai mon passe sanitaire. Là. Ok. Autre chose? Non, pas pour l'instant. Alors, on va se lancer. Cours numéro 31.
la psychothérapie et la psychanalyse en groupe. Une bouteille d'eau. La mise en place d'un dispositif groupal auquel la psychanalyse a tenté d'appliquer une réflexion s'est écarté du modèle divan-fauteuil. D'appliquer une. Pardon? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter à tenter d'appliquer une. Une réflexion Merci. qui s'écartait du modèle divan-fauteuil. Les groupes thérapeutiques, et notamment analytiques, sont très proches des thérapies individuelles, mais aussi des rituels culturels. En effet, Freud avait conçu sa découverte dans le contexte de l'appareil psychique individuel, et d'une façon générale, la cure était là pour reconstituer l'intégrité du jeu. Une parenthèse, cette histoire du divan, c'est finalement la seule invention, on peut dire, de Freud. Tout le reste, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de génie, mais tout le reste, c'était plutôt une vision synthétique de choses qui, pour la plupart, existaient déjà, ou en tout cas dont on avait déjà parlé. Par contre, l'histoire du divan, c'est une innovation totale. L'idée, c'était que si on mettait le corps en position de relaxation, ça devait prédisposer également le psychisme à être dans les mêmes dispositions. Et effectivement, c'est le cas. Alors évidemment, en groupe, c'est pas possible. Et qui, depuis lors, s'est révélé être toujours présent à un moment ou un autre, dans les petits groupes comme dans les grandes collectivités.
Ce mythe est le suivant, c'est celui de la horde primitive. Donc dirigé par le patriarche, symbole de l'omnipotence narcissique individuelle. Un tyran brutal qui se réserve la possession des femelles et chasse ses fils en âge de devenir ses rivaux. Les frères s'unissent un jour pour procéder ensemble au meurtre du père. Et au festin où il se partage son corps. Oui, je veux bien. Cette communion totémique réalise l'identification au père mort, redouté et admiré, est devenu la loi symbolique. C'est totem et tabou, c'est ça? C'est devenu totémique. C'est devenu d'ailleurs quoi? La loi symbolique. Le vivre. Cette identification et l'accès à la loi fondent la société Vous pouvez redire ça, monsieur? Cette identification. Cette identification et l'accès à la loi fondent la société comme telle, avec sa morale, ses institutions et sa culture. Merci. Je ramène à boire la prochaine fois. Là, on a un raccourci du mythe. Il manque une petite étape à la fin. C'est qu'après le meurtre du père, les générations suivantes culpabilisent à la fois et en même temps se disent que ce qui est arrivé au père peut arriver également à celui qui va le remplacer. Donc à chacun d'eux, finalement. Et pour éviter ça, ils instaurent à la fois une morale et des règles de fonctionnement qui interdisent finalement le meurtre. Ce qui fait qu'il y a une forme de déculpabilisation dans l'instauration de cette règle-là, et en même temps une protection contre eux-mêmes. C'est exactement ce qu'on retrouve dans, finalement, la loi actuelle, quelle qu'elle soit. C'est à la fois un but social, mais aussi l'émanation d'un besoin individuel. Monsieur Naveau? Oui. Bonsoir. On est d'accord, ça c'est dans Totem et Tabou? Essentiellement, oui. Ouais. D'accord. Et est-ce que, du coup, la culpabilité, parce que dans les étapes, on est d'accord qu'on a un père tyrannique, les enfants ils disent, bon, il commence à nous gonfler, ils le butent, ils le bouffent,
Je fais court, mais voilà. Donc ils sont ouais, on a tué le tyran. Mais après coup, ils se disent ah ouais, mais en fait, ils mettaient des limites. Et du coup, la culpabilité, est-ce qu'elle est là en fait? Est-ce que c'est dans je me pose la question en fait dans Totem et Tabou s'il n'y a pas une forme de déification du premier père fondateur en fait, et que du coup les enfants essayent par le principe de réalité de faire vivre quand même ce premier tyran. Est-ce que parce que c'est un peu flou cette histoire de j'ai l'impression que les lois du coup ce serait une espèce de réminiscence d'une tyrannie en fait, et que du coup on essaie de la faire survivre pour aussi combattre la culpabilité de l'avoir tué. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, à côté de la culpabilité, qui est certaine, hein, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que la disparition du tyran laisse un vide qui est source d'angoisse. Et d'ailleurs, on l'a vu notamment dans des sociétés modernes. Si on reprend tous les pays où on s'est débarrassé du tyran, ensuite il y a une période de flou, d'angoisse. Mais c'est exactement ça. Donc il y a à la fois il y a quelque chose de très ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois les suivants, la génération suivante, sans la nécessité d'avoir quelqu'un à la tête du groupe, mais en même temps est inquiet de devoir revivre la même chose, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut faire une parabole avec le complexe d'Oedipe, de se dire que d'un point de vue individuel, l'enfant a peur de subir la castration, et il a une ambivalence entre haine et amour envers, par exemple, un petit garçon va détester son père, mais va quand même l'aimer, va essayer de lui ressembler par la suite. Enfin, est-ce que Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose. ouais, dans sa tête, c'était très clair du coup dès le début quand il a créé le mythe des sociétés primitives. Oui, oui. Oui. En fait, le complexe d'Oedipe se termine par une identification, dans le cas du garçon, au père, hein. Donc Mais c'est pas autre chose. c'est très parce que dans toutes les mythologies qu'on connaît, si le complexe d'Oedipe s'appelle Oedipe, c'est aussi une référence directe à la mythologie grecque. Et dans la mythologie, même la mythologie nordique commence comme ça aussi. Ça commence par tuer le père. C'est-à-dire que Cronos se fait buter par Zeus, mais il faut savoir que dans la mythologie nordique, c'est pareil. Odin il bute son père. Et ça passe aussi par la castration. Dans les premières mythologies, le père des titans se font castrer à la base. Et le fait de castrer le père est fondateur de l'Olympe dans un premier temps et de la cité des dieux chez les Nordiques. C'est quand même vachement intéressant. Depuis l'Antiquité, on a quand même ce rapport au père qui est à la fois très énervé et à la fois l'admiration, parce que le titan, ça reste quand même la puissance brute, quoi. Et ce qui est troublant aussi, c'est de pouvoir faire un parallèle entre la maturation de l'individu et l'évolution de l'espèce depuis. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revivre en accéléré le même chemin que ce qui a été parcouru depuis la nuit des temps, quoi. Bonsoir, Monsieur Madé. Au Bonsoir. niveau de la religion, on peut dire que Dieu fonctionne de la même façon dans beaucoup de religions. C'est un père qui fait peur, qui est tyran. En particulier dans la religion catholique, on a quand même tué le Fils de Dieu, à la fois qui s'est fait homme, Jésus-Christ, et qui est une partie du Père. Et l'absence, justement, la disparition de la religion, ça laisse le même type de vide, d'angoisse à notre société que celle que vous décrivez. Donc la religion, est finalement, avec un Dieu castrateur et dont les croyants ont peur, joue un peu le même rôle, non? Complètement. C'est pour ça que l'ensemble des psys, entre guillemets, hein, s'accordent à peu près pour dire que l'appauvrissement ou la disparition des croyances religieuses, c'est néfaste au niveau social. Que ces croyances soient vraies ou fausses, c'est pas le problème, c'est une autre question, ça. Mais en fait, la disparition des croyances a un effet délétère au niveau social, quoi.
Parce que de même que cette histoire de tuer le père qui laisse une angoisse derrière lui, on retrouve la même chose aujourd'hui avec la disparition ou l'affaissement du surmoi. C'est-à-dire que le surmoi, c'est toujours cette ambivalence entre le côté conscient très contraignant, hein, un peu comme la tyrannie du père, mais à côté de ça, le côté inconscient très protecteur. Donc, plus de surmoi, plus de protection. Excusez-moi, monsieur Madé. Oui. Mais le fait de tuer son père et le dévorer autour d'un festin, etc. Enfin, je sais que Quentin parlait de la mythologie nordique, mais en vrai, en tout cas chez les Nordiques, le fait de dévorer son père et le fait de tuer son père, c'est s'approprier sa puissance à lui, en fait. Oui, c'est oui, pas, bien sûr. non, mais je veux dire, c'est pas négatif, quoi. Vous voyez? Oui, non, mais il y a l'acte lui-même, et puis il y a la suite derrière. Et puis de toute façon, cette histoire de surmoi aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup, consciemment, avoir supprimé un certain nombre de contraintes, c'est une bonne chose. Ah oui. Sauf qu'on oublie la part inconsciente qui est totalement opposée à ça. Et qui génère une angoisse pas possible. Excusez-moi, mais dans ce cas, comment expliquer que dans certaines mythologies, justement, il n'y ait pas de meurtre du père du tout, voire plutôt meurtre de la mère? Ça, c'est une autre histoire, parce que les deux sont nécessaires, en fait. Pas au même degré, mais dans tous les rituels des cultures ancestrales, qui concernaient à 90% les garçons, systématiquement, il était question de tuer la mère. Oui, d'accord. Pour permettre à l'enfant qui avait été très fusionnel avec elle, de renaître, en fait, avec les pères. De pouvoir sortir définitivement de la fusion en vue de devenir un adulte. Donc comme dans le mythe de Dionysos, oui, deux fois né. Oui, il était question absolument de séparer la mère et l'enfant, et la façon la plus radicale, c'était de la tuer. D'accord. Merci beaucoup. Symboliquement, c'était l'image. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. On parlait vraiment d'une renaissance. La première naissance avait été avec la mère, la seconde était avec le père. Excusez-moi. Vous aviez dit tout à l'heure, enfin j'ai pas très bien saisi, le surmoi, c'est toujours l'ambivalence entre le côté inconscient, qui est quoi exactement, et le côté protecteur conscient? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le surmoi, consciemment, c'est une source de contrainte, donc de désagrément, etc. Donc il y a une tendance consciente à éliminer ce surmoi. Et inconsciemment, ce surmoi est protecteur. Donc quand il disparaît, on a une source d'angoisse, en fait. Merci. Indépendamment du fait... Pardon? Un cache-caille gris qui est garé sur la souris. Qui appartient à une cache-caille gris Nissan. Non. Une quoi? Un cache-caille gris. Ah, ben voilà. Hygiène. Hygiène, oui. Il y a une voiture derrière. Indépendamment de quoi, du coup? Pardon? Vous alliez dire indépendamment? Indépendamment. Oui, ça y est, ça me revient. En plus de cette histoire de protection, il y a autre chose aussi. C'est d'ailleurs, ça a pour conséquence l'apparition des états limites. Vous vous souvenez des états limites, on en a parlé déjà. Le symptôme, c'est la perte de sens. L'avantage du surmoi, totalement inconscient aussi,
c'est de donner du sens à la vie. Pourquoi? Parce que ce surmoi qui est le point central de la névrose, hein, qui nous fait osciller en permanence entre frustration et culpabilité, d'accord? Donc en réalité qui nous met en conflit en permanence, puisque quand on est dans la frustration, on n'a qu'une envie, c'est de retourner dans la culpabilité, et quand on est dans la culpabilité, inversement. Bref, donc on est en conflit en permanence, et en lutte, donc, en lutte pour retrouver quelque chose, ne serait-ce que quelque chose d'équilibrant et d'apaisant, mais en lutte quand même. Le fait d'être en lutte donne du sens à l'existence. Le jour où il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de sens. Et plus le surmoi baisse, moins il y a de lutte et moins il y a de sens. L'inhibition de l'action, c'est ça? Oui, aussi. Excusez-moi, et donc l'angoisse de la société occidentale, c'est justement la perte du père, la perte du sens de la vie et la perte du surmoi? Ben, tout ça est lié. Hein. D'accord. Donc c'est plus... et pourquoi c'est plus occidental? Parce que, notamment quand vous êtes en lutte au quotidien, et que vous ne savez pas si dans la journée vous allez pouvoir manger à votre faim, ou etc., etc., ben, les questions existentielles, elles passent vraiment, même pas au second plan, au troisième ou au quatrième, quoi. Et puis de toute façon, on est en lutte. On est en lutte permanente pour manger, pour trouver du travail, etc., etc. Donc en fait, plus l'environnement est protecteur, moins il y a à lutter et plus il y a d'angoisse. Et ça se vérifie déjà dans les pathologies où il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Les gens très angoissés le sont d'autant plus qu'ils sont dans un environnement protecteur.